Bonjour, vous allez visionner un webinaire qui se propose de vous présenter une brève histoire de l'analyse technique avec un angle d'attaque différent de celui qui est proposé à l'habitude. On va essayer d'observer l'émergence de l'analyse technique avant les écrits de Charles Dow qui sont publiés entre 1900 et 1902 dans le Wall Street Journal. Le webinaire que nous allons présenter est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier Markets. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Je vais commencer par présenter le plan de cette session qui va se dérouler de la manière suivante. Nous verrons dans un premier temps que les civilisations anciennes historisaient les prix. Dans un second temps, nous verrons que les prémices de la T sont en quelque sorte liées avec le développement du commerce. Dans un troisième temps, nous verrons que l'analyse technique progresse en parallèle de la spéculation et du progrès technique. Dans un quatrième temps, nous verrons que, alors que l'analyse technique se développe en Occident, elle se développe aussi sur d'autres continents, et notamment, nous verrons la manière dont elle était utilisée au Japon. Enfin, nous conclurons sur ce qu'il fallait retenir de cette session. Alors, pour parler d'analyse technique, et notamment d'histoire de l'analyse technique, faut-il encore se poser la question de savoir ce qu'est l'analyse technique. Et si l'on définit l'analyse technique comme une méthode qui utilise les prix passés pour anticiper le futur, alors l'analyse technique émerge très tôt en parallèle des civilisations qui commercent. Parmi elles, et notamment dans l'ancienne Babylone, le commerce est une activité prépondérante qui se formalise de manière précise. Les marchands établissent un système de poids et de mesure et notent les échanges sur des tablettes de terre cuite. Ils enregistrent donc des séquences de prix, mais pas seulement pour observer leur évolution, mais pour en tirer avantage. Pourquoi? Eh bien pour leur activité commerciale. Et de nombreux documents prouvent l'existence de fluctuations de prix et notamment et justement l'opportunité d'en profiter. Alors sur quoi notaient-ils ces historiques de prix? Eh bien sur des tablettes d'argile. Et qu'est-ce que ces prix concernaient? Eh bien essentiellement les matières premières de base. Et pendant 4 siècles, les Babyloniens ont écrit, donc à partir de 747 avant Jésus-Christ, le prix de produits de base tels que l'orge, les dattes, le sésame, la laine, etc. Bien évidemment, pour noter un prix, il faut une unité de mesure et donc une monnaie. Et l'unité de mesure, alors, était le shekel d'argent, qui permettait de déterminer combien de matières premières une unité de shekel pouvait acheter. Donc, pour historiser les prix, il faut à la fois une mesure monétaire, donc ce qui était le shekel, mais aussi la notion de fréquence et de temps. Concernant les Babyloniens, la fréquence des données était liée à l'observation des planètes. Par exemple, un journal semestriel comprenait 6 sections correspondantes au mois lunaire. Et dans ce cas-là, donc, le scribe qui enregistrait ces données le faisait dès les premiers signes de la nouvelle lune. Et donc, pendant plusieurs siècles, les Babyloniens ont inscrit sur des tablettes le prix de 6 mêmes matières premières. Et là, un parallèle évident avec l'analyse technique. Selon Schabacker, un graphique peut prendre différentes formes. Un graphique est la forme visible de l'action du marché sur une période de temps. Eh bien, c'est tout à fait cette fonction qu'assument les tablettes babyloniennes, qui constituait donc une forme visible des prix, non pas sous forme graphique, mais le fait d'historiser un prix avec une unité monétaire et une notion de fréquence, c'est tout à fait une forme visible de prix. Selon Gartley, qui publie en 1935 Profits in the Stock Market, la première fonction d'un graphique est de présenter des données précises. Et à nouveau, ces scribes ont enregistré des prix pendant plusieurs siècles, et ces tablettes, donc ces tablettes babyloniennes, assumaient la fonction dont parle Gartley. Autre élément surprenant, c'est que de nos jours, nos graphiques ne présentent pas les jours non cotés, c'est-à-dire que dans un graphique, on ne peut pas observer les jours fériés, les week-ends, etc.
eh bien les Babyloniens avaient pris aussi cette habitude de renseigner les journées durant lesquelles les échanges étaient interrompus. Il y a donc un grand parallèle avec une civilisation ancienne, à savoir la Babylone ancienne, et la manière dont ils historisaient les prix avec l'analyse technique d'aujourd'hui. Alors, pour arriver à des moments un peu plus proches de nous, on va s'intéresser maintenant à ce qui se passait durant la Grèce antique et Rome. Nous allons commencer par la Grèce antique autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette Grèce antique se développe le commerce et la monétisation de l'économie. C'est quelque chose, la Grèce antique est déjà une société assez moderne. Les commerçants athéniens attribuaient beaucoup d'importance à l'information et modifiaient leur stratégie en fonction des fluctuations de prix, ce qui ressemble donc de très près à ce que nous faisons aujourd'hui, du point de vue de l'analyse technique et de l'investissement sur les marchés. Aussi, si le prix d'un bien était plus élevé à Athènes qu'ailleurs, alors ils vendaient leurs marchandises à Athènes. D'un autre côté, en parallèle du commerce, la spéculation était elle aussi populaire dans la Grèce antique. Alors, il faut à ce point ici signifier que la spéculation et la thé sont de nature différente. Mais le dénominateur commun entre la spéculation et l'analyse technique, c'est le fait que les deux sont tournés vers le futur, vers l'anticipation. Alors après avoir dit quelques mots sur ce qui se passait du côté de la Grèce antique, voyons un petit peu ce qui se passe du côté de Rome, et notamment de l'Empire romain. Sous le règne d'Auguste, le commerce est à son apogée et le marché est prédominant. Donc ce que vous commencez à sentir dans ce webinaire, c'est que l'analyse technique est déjà, enfin le terreau que nous utilisons en analyse technique, à savoir les historiques de prix, eh bien c'est quelque chose, c'est une habitude qui se développe en parallèle de civilisations qui possèdent ou qui utilisent le marché, des civilisations qui commercent et qui spéculent. Et donc ces Romains enregistrent les prix, eux aussi, mais par opposition aux Babyloniens, eh bien eux les utilisent des supports qui sont périssables, et donc les preuves observables de cette habitude d'historisation des prix sont, elles, beaucoup plus faibles. Les Romains comprennent eux aussi que le prix du marché est un vecteur d'information, et historiser les prix et observer les prix permet de dégager donc une information et éventuellement des opportunités de profit. Alors à présent, rapprochons-nous toujours de la période récente et voyons ce qui se passe au Moyen-Âge et donc jusqu'au XVe siècle, après Jésus, bien évidemment. Eh bien, la pratique des affaires s'affine à cette période-là, l'émergence de méthodes comptables, de pratiques commerciales se développe, et notamment le métier de banquier s'apparente de plus en plus à celui que nous connaissons, à savoir la fonction de dépôt, de versement d'intérêts et de virement. Selon Eaton, notamment dans son ouvrage Economic History en 1948, les banquiers assument d'ores et déjà des fonctions accès modernes, celles qui viennent d'être évoquées, vers 1200 à Gênes. Selon Cipolla, donc, et un ouvrage qu'il a écrit en 1973, eh bien, cet auteur signifie que certains banquiers au XIVe et XVe siècle spéculent plus qu'ils ne facilitent les échanges et le commerce. Alors comment cet auteur parvient à observer que ces banquiers spéculent plus qu'ils ne commercent? Eh bien parce que sur leur registre apparaissent un volume de transactions monétaires qui est bien supérieur à celui qui est lié aux échanges commerciaux. Alors au Moyen-Âge survient aussi un événement qui est de nature à profondément modifier la donne, c'est l'introduction par Leonardo Fibonacci des chiffres arabes. À cette époque, c'était encore les chiffres romains qui prévalaient, mais les chiffres arabes apportent un degré entre guillemets, de sophistication qui simplifie considérablement les calculs. Les marchands et les banquiers possèdent alors des outils plus fins qu'ils utilisent soit pour commercer dans de meilleures conditions, soit pour spéculer.
Durant cette période, on observe que le processus qui consiste à historiser les prix pour en extraire une anticipation s'accélère. Alors, ce que nous venons de décrire qui correspond à la période du Moyen-Âge, eh bien, correspond à une définition de l'analyse technique, à savoir historiser des chiffres pour en extrapoler une situation future. Alors, au cours de la Renaissance, qui est une période que l'on peut situer entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, eh bien, survient un nouvel accélérateur qui est l'émergence de bourses, notamment de la bourse d'Amsterdam, qui est considérée comme la plus ancienne du monde. Au sein de cette bourse est cotée, la première compagnie cotée est la East India Company, qui est une société fondée en 1602. Donc, au début du XVIIe siècle, l'activité de spéculation devient notamment quelque chose de courant sur le marché des matières premières. C'est quelque chose l'activité de spéculation est accélérée par l'émergence de bourses et on observe aussi, pour certains historiens, la création ou l'émergence de la première bulle spéculative qui atteint son paroxysme en 1637, qui est ce qu'on appelle la tulip mania, à savoir cette explosion des prix du bulbe de tulipe qui n'est pas lié aux fondamentaux. Et on observe alors quelque chose qui est assez proche de l'époque actuelle, à savoir que la psychologie de foule et l'irrationalité peuvent faire varier considérablement les prix au-delà d'une valeur fondamentale. Au cours donc de la Renaissance, il y a de nombreuses caractéristiques qui ressemblent à notre époque, l'époque moderne, l'époque actuelle. L'activité de spéculation qui est accélérée par des bourses qui permettent justement d'échanger des produits plus vite. On observe aussi une bulle spéculative. Et donc, nous concernant, ce qui nous intéresse, c'est le lien donc avec l'analyse technique. Et donc, on a toujours un processus dans lequel les investisseurs utilisent les historiques de prix pour leurs prévisions. Au XIXe siècle, nous avons à la fois donc d'un côté les bourses et de l'autre côté l'accélération du progrès technologique. Et ces deux éléments accélèrent l'utilisation des graphiques de prix. À partir de 1830, selon Preda, on utilise fréquemment des graphiques d'actions et de matières premières en France et en Angleterre. Concernant le progrès technologique, au cours des années 1860, l'invention et l'utilisation du téléscripteur modifient la production et le traitement des graphiques. Et Alex Preda lie l'origine de l'analyse des graphiques aux possibilités cognitives ouvertes par les téléscripteurs. À cette époque, toujours selon Preda, certaines sociétés se spécialisent dans l'historisation des prix et la production de graphiques assez précis. Alors nous avons vu que dans un premier temps, d'anciennes civilisations historisaient les prix pour essayer d'en déterminer une situation future, et finalement nous en sommes arrivés jusqu'à une période récente du côté de l'Occident. Voyons à présent ce qui se passe du côté du Japon. Bien, du côté du Japon, l'analyse technique se développe naturellement avec le commerce du riz dès le XVIIe siècle, et notamment dans une bourse qui s'appelle la Dojima Rice Exchange, établie en 1697 à Osaka, et qui compte rapidement 1300 dealers. Donc le commerce du riz et l'importance du nombre d'intervenants sur cette matière première favorise l'analyse en bougie japonaise. Donc l'analyse en bougie japonaise que nous utilisons aujourd'hui couramment est une technique qui est développée de manière assez précoce au Japon et qui est couramment utilisée au XVIIe siècle. Enfin, autre élément très important dans le Japon, d'un point de vue historique, c'est la présence d'une personne qui est considérée comme le père de l'analyse technique japonaise et qui fait fortune justement en spéculant sur le riz, c'est Munehisa Ōma, qui écrit en 1755 un ouvrage dans lequel ses idées devancent nombreuses observations de Charles Dow, donc qui publie dans le Wall Street Journal entre 1900 et 1902, et notamment l'idée sur laquelle les prix contiennent toute l'information et qu'il est important pour l'analyse technique d'observer les volumes. Donc ça, c'est concernant Charles Dow. Il y a encore quelques autres idées que l'on peut retrouver dans cet ouvrage. Et concernant aussi la théorie de l'opinion contraire développée par Humphrey Neal
dans un ouvrage qui date de 1954. Donc Muneysa Oma, avant l'émergence de l'analyse technique en tant que discipline occidentale, eh bien, au cours du XVIIIe siècle, propose un certain nombre d'idées qui sont très novatrices pour son époque. Alors, je vais à présent conclure sur les idées qu'il fallait retenir de ce webinaire. Et parmi ces idées, ce que j'essaie de vous dire dans cette session, c'est que les premières civilisations, enfin des civilisations anciennes, je dirais plutôt, enregistrent les prix pour extrapoler un scénario quant à la situation future. L'histoire de l'analyse technique prend donc ses racines dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose, un processus qui est ancien. Elle se construit avec le développement du commerce, le développement des bourses et le progrès technique, et donc avant le XXe siècle. L'AT, l'analyse technique, n'est donc pas une invention artificielle, mais elle correspond à un processus historique qui débute, qui prend ses racines dans des périodes très lointaines. Autre idée qu'il fallait retenir, c'est que l'utilisation de représentations graphiques survient en diverses zones qui ne communiquent pas vraiment à l'époque. On voit bien que d'un côté, l'analyse technique se développe en Occident et qu'elle se développe aussi au Japon. L'analyse technique est donc une méthode universelle. Enfin, et ce que j'essayais de dire tout au long de ce webinaire, c'est l'idée principale, c'est que contrairement à l'opinion dominante, l'histoire de l'analyse technique débute avant les écrits de Charles Dow, donc qui publie un certain nombre d'articles entre 1900 et 1902, et avant Robert Rea, qui publie en 1932 un ouvrage qui s'appelle The Dow Theory. Au XXe siècle, selon ce que j'ai essayé d'évoquer au sein de ce webinaire, c'est une autre histoire qui débute, celle de la sophistication de l'analyse technique et de ses outils. Donc, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a une période charnière, en réalité, concernant l'histoire de l'analyse technique, qui est le XIXe siècle, avec l'émergence de bourses et un progrès technique qui s'accélère et qui laisse place, en fait, à un degré supplémentaire de sophistication d'analyse technique. Mais l'analyse technique prend ses racines bien avant, et c'est cela que j'aurais souhaité que vous reteniez concernant cette session. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor Markets qui propose une importante gamme de produits sur les marchés. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau webinaire sur trader-forex.fr. À bientôt!